tu vas avoir beaucoup de blessures liées au genou. La course à pied, qui est le 3e sport du triathlon, est un sport d'impact. C'est vrai qu'on peut avoir un manque de stabilité du genou, donc j'aurais tendance à axer un renforcement sur un bon vaste médial, donc c'est le muscle dans le quadriceps qui est le plus à l'intérieur de votre cuisse. Okay. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et tout ce qui est proprioception, c'est des petits exercices d'équilibre qui viennent travailler sur la balance entre la cheville, le genou, la hanche. Mais ça, on le lit, on le voit sur les pratiquants de triathlon. C'est pas quelque chose qui est difficile, ça va pas vous faire transpirer pendant une séance, mais c'est quelque chose qui, à mes yeux, sont essentiels. Finalement, garder cet aspect sport santé et pouvoir le pratiquer avec le sourire. Donc ouais, c'est les émotions et les émotions partagées. Je crois que ça me drive énormément. Et il y a l'aspect santé qui est bien rentré dans l'équation depuis quelques années au sein de mes études de kinésithérapie. Mais émotion, partage et santé sont les 3 mots qui m'accompagnent. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Loop sur Endurance. Aujourd'hui, je reçois un triathlète amateur, plusieurs fois finisher sur 73 et non 70.3. On verra en parler en off. Notre ami est un petit peu français, mais aussi belge. Donc, il a quelques expressions qu'il nous partagera. Ironman et surtout une pratique de kiné en parallèle que je voulais rechercher. Salut Tom, ça me fait plaisir de te recevoir. Comment tu vas aujourd'hui, quelques heures, minutes avant le triathlon de l'Alpe d'Huez d'ailleurs? Salut Valentin, ça fait hyper plaisir d'être reçu aujourd'hui sur le podcast Loop sur l'endurance. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis plutôt bien, c'est les vacances pour moi, donc c'est quand même assez confortable. Et retrouver la montagne, qui est un milieu que j'aime beaucoup, finalement c'est plutôt du plaisir et pas trop de stress au vu du triathlon qui arrive. On verra ça dans quelques heures. Franchement, ça va être un plaisir aussi de te suivre. On adore toujours faire ce podcast qui sortira d'ailleurs plutôt après. Et ensuite, voir un petit peu l'effort. Donc, on aura l'occasion de parler de ce fameux triathlon de l'Alpe d'Huez qui n'est finalement, comme tu me disais aussi, qu'une préparation pour un objectif futur qu'on aura l'occasion d'aller chercher. Tom, tu es kiné de formation. Avant même de parler de sport, de triathlon, ce qu'on aime souvent échanger sur ce podcast, comment t'es venu cette vocation de soignant, d'accompagner le corps et de t'intéresser vraiment à tous les mécanismes qu'il peut y avoir autour? Je crois que j'ai de la chance depuis tout petit d'être un petit peu passionné de loin ou de près par le corps humain et le sport. Okay. Et ça m'a amené au fur et à mesure des choix qu'on doit faire quand on grandit au lycée ou au secondaire. Ça fait partie des expressions belges que vous allez entendre durant le podcast. J'ai dû être amené à choisir une voie qui était la voie donc scientifique pour essayer d'aller chercher les études de médecine, Okay. pour m'orienter vers de la médecine du sport. Et pour l'anecdote, je pense que comme beaucoup d'enfants de cet âge-là, quand j'avais 15 ans, j'ai été voir une conseillère d'orientation, La fameuse. la fameuse, qui m'a dit qu'en effet, j'avais vraiment un profil humain pour faire de moi un bon médecin, Okay. mais que j'étais pas du tout matheux. Et que du coup, le résumé de l'entretien, c'était finalement essaye, bonne chance et on verra bien ce que ça donne. C'est ouf. Donc, quelques années plus tard, diplômé en kinésithérapie, spécialisé dans le sport aujourd'hui. Donc, Et c'était une volonté d'aller dans le sport? C'était une vraie volonté parce que je ne me voyais pas arrêter le sport. Et surtout, depuis tout petit, j'entends mes parents me dire qu'il faut choisir un métier où tu es passionné. Sinon, c'est compliqué d'aller au boulot le matin. Et c'est vrai que maman, elle me disait toujours, si le café, il a bon goût quand tu te réveilles le matin, c'est que tu as fait les bons choix. Et c'est qu'au final, tu es dans la bonne voie. Il a bon goût ce café? Ouais, il est pas mal aujourd'hui. Donc finalement, c'est vraiment cool. Okay. Être amené à travailler dans la kinésithérapie. Kiné, ça vient de kinésis en grec ancien, qui veut dire mouvement. Et je pense que pour un passionné de sport depuis tout petit, travailler dans le mouvement et soigner par le mouvement, c'est un peu un job rêvé, donc c'est cool. Trop cool. On va essayer justement de mener l'échange, j'ai envie de dire, sous 2 voire 3 angles. Vraiment une première orientation qui est vraiment kiné et tous les apprentissages que tu peux avoir de par ta pratique et aussi ce recul et peut-être l'autocritique que tu peux avoir sur toi, tes propres blessures, comment tu les soignes, etc. Mais aussi en même temps
ta carrière de triathlète amateur, où il faut venir conjuguer tout ça. C'est un petit peu aussi l'objectif de ce podcast, de montrer que c'est aussi une question d'organisation en fonction des contraintes de chacun. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et justement, si on parle triathlon, c'est venu avant ou après ta carrière de kiné? C'est quoi un petit peu le cheminement sportif que tu as eu pour arriver aujourd'hui sur cette table et parler du triathlon de l'Alpe d'Huez et d'autres objectifs derrière? En termes de cheminement sportif, moi depuis tout petit j'ai fait du tennis et du foot. Okay. Arrivé en kiné, j'ai commencé le crossfit en continuant le foot. Et en 3e année de kinésithérapie, je suis parti en Erasmus en Finlande, où justement du coup l'équipe de foot n'a pas pu me suivre, étonnamment. J'ai dû trouver un objectif et depuis tout petit j'ai toujours dit que je ferais un jour un marathon dans ma vie. Et la date du marathon d'Helsinki tombait à 1 semaine près avec la date de fin de mon Erasmus. Et donc j'ai trouvé que c'était vachement sympa de marquer le coup de l'Erasmus en terminant ce premier marathon là-bas. Okay. Donc j'ai fait une bonne préparation que je trouvais du coup à l'époque bonne. On en parlera. Les enseignements tirés. Du marathon. Et c'est pendant cette préparation, donc durant mes années de kinésithérapie, que je me suis rendu compte que le processus pour arriver à un tel objectif était au final quelque chose qui me plaisait énormément parce qu'on se voit vachement progresser. Et j'ai gagné sur beaucoup de choses que je n'avais pas forcément avant, que ce soit en endurance, en discipline, en confiance en moi. Et je crois que c'est ça qui m'a amené très vite dans le triathlon, plus l'impact. J'avais 3 très bons copains à moi qui faisaient du tri autour, qui étaient déjà allés sur ce fameux label Ironman. Et c'est vrai que j'ai dû tomber sur 2-3 vidéos YouTube qui te donnent vraiment envie de pourquoi pas un jour aller braver le défi que propose Ironman. Donc, et c'est parti, quoi. C'est lancé. Après, c'est l'engrenage. Hein. Et tu vois, on avait la discussion hier, j'avais une discussion sur ce sujet-là avec Sandra qui était vraiment... on joue au foot, on joue au tennis, c'est Manodou qui disait ça, mais tu dis jamais je vais jouer à la natation, je vais jouer à la course à pied. Comment tu fais cette bascule, toi, à ce moment-là où finalement tu vas pas jouer à t'entraîner à faire un marathon, cette notion de plaisir? Moi, c'est aussi la mission que je me donne avec ce podcast, de mettre les gens en mouvement, peu importe leur niveau et peu importe la performance qu'on recherche. Est-ce que toi, de toi à moi, aujourd'hui, je te vois dès que tu es sur un vélo, dès que tu cours, et encore, je pense que des fois c'est compliqué, mais tu as le smile. Est-ce que quand tu es en Finlande et tu te mets ce défi et les premières séances de course à pied où tu n'as pas un ballon pour jouer avec les copains, etc., tu as cette notion de plaisir qui arrive ou ça vient au fur et à mesure du temps? Il y a 2 choses moi, qui me drive énormément. Je suis un bon compétiteur. Donc quand je sais qu'il y a une date avec une compétition, je suis content de me dire que je vais travailler pour. Et même si ça a mis du temps, finalement la compétition elle est surtout envers moi-même aujourd'hui, donc c'est très chouette. Et donc il y a ce plaisir là et j'aime énormément apprendre. Et donc quand j'ai préparé ce marathon, je partais de un simple joueur de foot amateur avec les copains, et donc courir 10 bornes avec papa, c'était déjà compliqué. Donc c'était compliqué, je prenais pas du tout de plaisir, j'aimais pas courir et ça n'allait pas. Et que je pense que du coup c'est le processus vraiment de progression et de te voir t'améliorer et de te mettre dans une zone qui n'est pas forcément la tienne au départ, sortir de sa zone de confort, qui a fait que j'étais content de préparer cet objectif et j'ai finalement réussi à trouver plaisir au fur et à mesure des semaines et des mois. Et si on doit mettre du sens sur tout ça, aujourd'hui c'est vrai qu'en introduction, je ne l'ai pas signalé, mais tu as quel âge et c'est à partir de quel âge que t'es commencé à arriver vers les sports d'endurance? C'est quand à peu près? Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Okay. Et si tu mets le foot dans les sports d'endurance, j'ai commencé à 6 ans. Donc voilà. Après, pour la course à pied pure, j'ai commencé, on est en 2025, j'ai commencé en 2022, janvier 2022. Ok. Donc, et mon premier triathlon, c'est en septembre 2022. Ok, donc c'est assez récent. On va aller chercher tous ces enseignements parce que on a souvent l'habitude de dire, tu vois, je le vois avec les athlètes pros, souvent qu'on reçoit sur le podcast, tu vois, ils oublient un petit peu leur début parce que c'était il y a X années. Là, ça reste quand même un petit peu frais, même si je pense que tu as oublié certains travers. Donc, on va essayer d'aller chercher tout ça pour tirer un max d'enseignements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que c'est ta pratique du sport qui t'a influencé en tant que kiné, ou finalement c'est l'inverse, c'est ta pratique en tant que kiné qui t'influence dans l'univers du sport, tu vois, parce que on est tous
en tant que sportif en recherche d'un kiné qui comprend un petit peu nos problématiques et quand on y va, il nous dit pas faut tout stopper, arrête tout, 3 à 4 semaines de repos, reste tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il faut pas faire ça déjà. C'est bon ça. Je préfère le dire en avant. C'est une question difficile à répondre. Je pense que les deux ont un peu influencé l'un à l'autre, quoi. La kiné a influencé le sport, un peu comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que au fur et à mesure des années, je me suis dit que c'était chouette d'aller chercher un sport santé. En passant par le CrossFit, j'ai vu qu'il y avait énormément de blessures, parfois parce qu'il y avait un manque de progressivité dans l'effort ou des choses comme ça. Et la course à pied, la natation et le vélo, quand en kinésithérapie, je me suis mis à lire des études, je me suis rendu compte que c'était cette belle triplette qui faisait que sur le long terme, en termes de santé, tu étais quand même assez confortable. Okay. Et parfois peut-être plus que d'autres sports. Donc on va dire que ça, c'est le côté kiné qui a influencé le sport. Après, voilà, je l'ai dit au début, le sport, il a clairement influencé mon côté professionnel. Je suis passionné de sport avant d'être un passionné de médecine. Okay. J'ai grandi dans une famille où mes parents sont sportifs, mon grand-père était sportif, mes frères sont sportifs, j'ai 2 petits frères. Donc forcément, quand tu baignes dans tout ça, ça t'influence énormément. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, les deux se complémentent bien. On parle de sport, on parle d'univers sportif. Tu nous disais qu'en 2022, finalement, tu as fait ton premier triathlon. Comment ça se passe au début? Comment tu te structures? Est-ce que tu regardes des vidéos YouTube? Est-ce que tu rentres dans des communautés pour avoir du conseil? Est-ce que tu t'auto-formes en regardant des courses? Comment tu te dis, ok, je vais me lancer dans mon triathlon et je vais réussir à l'aborder en confiance, ce premier objectif? Est-ce que tu fais une grande distance, une petite distance? Si tu devais nous ramener en 2022, là, avec toi, il se passait quoi dans ta tête? Comment tu arrives à te lancer sur cet univers-là? Si tu reprends du coup la question d'avant, où tu dis que la kiné ou le sport peut influencer l'un ou l'autre, ici c'est vraiment la kiné qui a influencé mes choix d'avenir sur le triathlon. Je me suis dit et répété ce qu'un prof nous disait toujours, que la progressivité c'était la clé. Et déjà à la fin de ce premier marathon, j'avais envie d'aller sur un Ironman. Okay. Mais je me suis dit non, fais les choses correctement et profite de l'aventure qu'est ce triathlon, parce que finalement le triathlon pour moi c'est une vraie aventure de vie. Et franchis les étapes, step by step, petit à petit. Et j'ai commencé par un triathlon olympique. Okay. En regardant, j'étais étudiant, donc j'avais pas forcément les moyens au départ de prendre un coach ou de m'acheter le plus beau vélo ou des choses comme ça. Donc je suis vraiment passé par les choses basiques quand tu commences un sport. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Je savais nager et j'aimais bien dire que je savais nager pour pas couler. Parce qu'en fait, le crawl, c'était un peu la cata. La brasse, je me suis rendu compte en regardant des vidéos qu'en fait je savais pas faire de brasse, donc ça c'était pas mal. Et le dos crawlé, voilà, c'était pas glorieux. Et le vélo, j'ai acheté mon premier vélo à l'aide de mes parents qui était en aluminium, Okay. un Trek d'entrée de gamme qui était top, mais il n'y a vraiment pas eu de préparation ciblée. L'idée c'était d'y aller petit à petit, et j'ai beaucoup fait de volume en ce qu'on appelle en endurance fondamentale, donc habituer ton corps à l'effort et essayer de profiter de tout ça au maximum jusqu'à la date du premier triathlon. Et tu nous le dis, il y a cette notion de progressivité. On voit que il y a tout l'aspect matériel, entraînement qui vient évoluer. Là, tu nous dis, voilà, j'étais étudiant, je ne pouvais pas avoir de coach. On va voir justement aujourd'hui, dans ta pratique professionnelle, du coup, ton pouvoir d'achat, il augmente. Est-ce que tu as pris un coach? Quels sont les avantages, les inconvénients de tout ça? Cette notion d'Ironman que tu as eu envie d'aller chercher, elle arrive quand? Et il arrive quand justement ce premier full Ironman? Elle arrive trop tôt. Elle arrive trop tôt parce que j'avais même pas fini la préparation. Là, il n'y avait pas tellement de progressivité, en tout cas dans ma tête. Elle arrive avant même le jour J du marathon à Helsinki. Et certainement à cause de 2 copains qui s'étaient inscrits, eux, sur l'Ironman de Nice, Hippolyte et Antoine, si jamais ils écoutent le podcast. Finalement, eux, ils ont fait ce que je n'ai pas fait, une préparation de 6 mois pour relever le challenge de l'Ironman de Nice. Et c'est vrai qu'en les écoutant, en les suivant et en voyant tout ça, je me suis dit que c'était quelque chose d'impensable, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, quelque chose qui était tellement difficile. Mais c'était un peu ce que je me disais au début de la préparation marathon. Donc au final, avec cette idée de progressivité, je me suis dit, laissons du temps. Et j'avais mis une date en tête en disant, dans 2 ans, donc en 2024,
j'irai, j'espère, sur Ironman pour faire mon premier Ironman. Donc c'est en 2024 que tu as fait ton premier Ironman. Comment tu l'abordes, cette notion-là, où finalement il y a quand même du temps qui se passe. Tu as la notion on va dire, de la connaissance de ce sport qui reste quand même assez complexe. Est-ce que tu viens te structurer différemment pour préparer ce full Ironman ? C'est quoi un petit peu l'approche que tu vas avoir tout au long des mois pour les auditeurs qui veulent se lancer aussi sur cette fameuse aventure ? L'idée, c'était de commencer, d'être accompagné. Donc au début, je me suis auto-accompagné, ce que je ne conseille pas forcément, mais avec les moyens du bord que j'avais à ce moment-là, j'avais pas trop le choix, ou du moins, on a toujours le choix, donc j'aime pas trop dire ça, mais j'ai fait ce choix-là, on va dire. Mais surtout, ce que j'aime, et c'est comme ça que je vois le triathlon encore aujourd'hui, c'est que c'est une aventure, donc faites les choses dans l'ordre. Pourquoi aller sur un Ironman qui certes va vous procurer d'énormes émotions, mais pourquoi pas commencer par une distance plus courte, puis l'augmenter petit à petit au fil des années. Aujourd'hui, ça peut se faire, moi je l'ai fait sur 2 ans, mais je pense que sur 1 an, c'est aussi possible. Et donc moi, c'est comme ça que je l'ai abordé. Et au fur et à mesure du temps, finalement, on parlait de matériel, tu peux améliorer ton matériel, on parlait d'accompagnement, j'ai finalement pris un coach, et heureusement, parce que pour moi, c'est primordial d'avoir quelqu'un qui puisse t'accompagner, t'aider dans ta discipline, t'apprendre finalement ce sport et tout ce que ça engendre, parce que comme tu le disais, c'est complexe. C'est 3 sports qui en réunissent, finalement, au final c'est 15 sports qui en réunissent 3 plutôt. Donc, ouais. Une belle aventure, et je vais rebondir, tu nous parles d'émotions, tu me dis voilà, c'est pour aller chercher ces émotions-là, et finalement au tout début du podcast, tu dis que toi, ce que tu aimes, il y a quand même cette notion de performance et d'objectif, donc quand tu sais que tu vas mettre un dossard, c'est quelque chose qui va te motiver, et moi c'est un petit peu une conviction que je peux avoir à mon échelle, mais de me dire voilà, pour se mettre en mouvement, il y a aussi cette notion de, à un moment donné, aller tester une compétition, peu importe l'approche, que ce soit chronométré ou quoi que ce soit. On va dire l'effet et l'engouement des gens qui le font autour de nous donnent souvent envie de le faire, même d'aller voir juste une course, ça donne envie de la pratiquer. Si toi, tu devais nous raconter un petit peu cette finish line, ce premier Ironman, est-ce que tu passes par toutes les émotions ? Est-ce que finalement tu avais fait une belle préparation et tu as pris du plaisir tout le long, ou il y a eu des passages à vide ? Est-ce que tu peux nous emmener avec toi sur ce premier Ironman ? Sur le premier full Ironman ? Ouais. Oui, il y a eu des passages à vide. Et oui, il y a eu des très bons moments. Alors, la vie fait qu'on se souvient surtout des très bons moments. Cette première finish line, elle est, comme tu dis, remplie d'émotions. J'ai commencé pour une raison personnelle suite à un décès d'une proche, aussi tout ce sport. Donc c'est vrai que c'est peut-être la première chose qui me vient à l'esprit quand j'arrive sur cette finish line. Et puis il y avait tous mes copains, mes meilleurs copains, ma famille, ma copine qui était présente ce jour-là. Finalement, je me souviens surtout aussi de la préparation qui est longue et éprouvante, et des dernières sorties que tu fais parfois sous la pluie. Surtout en Belgique. Surtout en Belgique. Et puis cette année-là, alors il faut savoir qu'on a des années où on a du soleil, mais cette année-là, on n'avait pas de soleil. Donc ouais, on a roulé tous les week-ends avec un copain sous la pluie, il fallait s'accrocher. L'enfer. Mais ça fait partie du jeu. J'aime beaucoup Thomas Austré, qui aussi est un triathlète assez connu, fait l'enduroman, qui dit que on est prévenu de toutes les manières. On sait dans quoi on s'engage quand on va sur ce genre de distance, sur ce genre d'événement, et t'as pas forcément d'excuses pour te dire non, j'étais pas au courant que il allait pleuvoir, non, j'étais pas au courant que ça allait être dur. C'est des choses que tu connais et que tu es amené à traverser durant la préparation. Donc voilà, donc ouais, ce premier Ironman, c'est aujourd'hui, je pense, le plus beau moment de sport de ma vie, qui est lié à toute la préparation qui a duré 2 ans, le why de pourquoi j'ai fait ce tel effort, et les proches qui étaient présents ce jour-là. Et tu nous parles de justement cette préparation, de ces nombreuses heures qu'il faut effectuer. Des fois, d'ailleurs, tu nous le partages aussi sous la pluie, où la notion de plaisir, et je pense que le sourire est un peu plus compliqué à aller chercher. Et c'est vrai qu'on a vraiment ce prisme-là sur aujourd'hui l'Ironman et le triathlon, comme tu le dis, je te rejoins, c'est une aventure, mais c'est une aventure un petit peu quotidienne. Comment tu trouves ton équilibre, avant qu'on fasse la bascule justement sur l'approche de kiné et performance que tu peux avoir sur ce sport, mais comment tu trouves ton équilibre entre ta vie pro,
ta vie perso, la planification de tes entraînements. Est-ce que tu pourrais nous emmener avec toi le temps d'une semaine pour qu'on puisse aussi, nous aussi, tirer des enseignements de ta structuration? Ouais. Comme je le dis depuis le début, le sport est une passion. Donc je pense que ça facilite énormément les choses pour moi. Je prends autant de... Enfin, je fais du sport comme je me brosse les dents, c'est souvent l'expression que je dis. Donc c'est assez cool. Comment je drive ma semaine, elle est assez organisée sur la planification sportive, je vais pas mentir. Dans ma routine, la chance que j'ai, c'est que j'ai un entourage qui est très sportif. Ma copine fait le même sport que moi, donc ça aide énormément. Il n'y a jamais cette discussion de oh, tu vas rouler 6 heures dimanche, des choses comme ça. En général, c'est plutôt tu veux pas qu'on roule 7? Non. Non, on va rouler 6. mais c'est toujours très agréable. Et du coup, je suis indépendant en tant que kiné, et ça, c'est vachement pratique. Ça me permet d'ajuster mon emploi du temps un peu comme je le veux. Je travaille avec 2 autres collègues, donc très facile aussi. Elles sont dans la compréhension et vraiment dans l'accompagnement du projet aussi. Donc c'est très cool. Ça me permet souvent d'aller nager le matin, ce que j'aime bien faire avant d'aller travailler, rouler ou courir en fin d'après-midi. Ok. Ou alors courir sur l'heure de la pause déjeuner, mais c'est vrai que c'est plutôt compliqué en journée. J'essaie de bien condenser la journée en termes de professionnalisme, kiné, et de m'entraîner soit le matin, soit le soir, soit les deux, Ok. en fonction de ce que le coach planifie, quoi. Et en volume horaire d'entraînement, quand tu es dans une grosse prépa full Ironman, parce qu'on ira sur... Là, on se rend compte dans le cadre du triathlon de l'Alpe d'Huez, sur ce fameux L où en off, je te taquinais un peu en disant t'es prêt là, ça va être quand même sacrément dur et tout, c'est un sacré effort. Tu me disais ouais, je prépare mon full, donc on ira sur cette logique qui se cache derrière. Mais comment toi, le volume un petit peu quotidien qui va approcher un full Ironman, c'est quoi un petit peu les semaines que tu peux aborder? Là, si on prend les 4 dernières semaines, par exemple, pour le triathlon de L de l'Alpe d'Huez, qui est donc en préparation de l'Ironman de Cascais au Portugal en octobre, comme on en parlait, on a quand même des semaines qui avoisinent entre les 17 et les 20 heures. Ok. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Il y en a qui diraient que c'est des sacrifices sur la vie sociale ou sur des choses comme ça. Personnellement, c'est quelque chose qui me drive. Donc oui, c'est sûr que on peut entendre que c'est du temps que tu mets dans le sport que tu ne mets pas ailleurs. Mais moi, ça fait partie de ma vie aujourd'hui. C'est vraiment un lifestyle, comme diraient d'autres. Et L'approche sociale, je réagis un petit peu dessus et c'est vrai que je fais l'aparté parce que c'est comme ça finalement qu'on s'est rencontrés lors d'un social run qui avait lieu en Belgique. Finalement, c'est vrai que on a souvent cette notion de se dire voilà, tu t'entraînes X heures, donc c'est X heures que tu vas perdre avec des proches, des amis, etc. Enfin, c'est un petit peu le retour qu'on peut avoir, mais finalement j'ai l'impression que ton entourage et l'aspect social est très important chez toi, dans ta pratique du sport et dans toutes les communautés que tu vas avoir. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'aide à pratiquer le sport? Est-ce que ça t'emmène un certain engouement? oui, ça m'aide, surtout quand j'ai pas envie. Donc ça c'est cool. Après, j'aime aussi beaucoup le sport seul. Ok. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien prendre mon vélo et aller rouler tranquillement pour moi. J'ai un métier que j'adore, où on est énormément tourné sur l'autre, et c'est pour ça que je le fais. Mais du coup, ça fait du bien d'avoir ce moment à soi aussi, sans les amis ou autres, pour profiter pleinement tout seul, être un peu dans sa bulle et tout ça. Mais c'est vrai qu'être avec les running crew ou la famille qui est sportive, ma copine, c'est quelque chose qui facilite énormément les choses au quotidien et qui enlève, je pense, une énorme charge mentale, parce que jamais il y a la discussion de tu fais trop de sport. C'est très très rare. Ouais. Alors que c'est quelque chose que j'ai pu avoir quand j'ai commencé Ok. finalement le triathlon ou même la course à pied. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de compréhension dans tout ça, donc c'est vrai que c'est un gros plus. C'est une question que j'aime beaucoup parce que est-ce que justement c'est une compréhension qui est arrivée au fur et à mesure des gens qui t'entourent, ou finalement tu estimes que c'est quand même ton entourage qui vient pivoter autour de toi et de la personne que tu es en train de devenir, et du coup tu as de plus en plus de gens qui pratiquent autour de toi, et donc c'est de plus en plus compris. Comment tu l'abordes ce sujet-là? Tu as les deux. Tu as ceux qui sont restés, qui ont compris et qui m'accompagnent encore plus
que quand je ne faisais pas de sport, on va dire, au Ok. début, ou moins de sport. Et tu as ces nouveaux copains qui sont aujourd'hui de très très bons copains, qui sont là au quotidien, qui sont là grâce peut-être à ce sport. On en fait un peu partie tous les deux. Tu l'as dit, on s'est rencontrés sur un social run. Et sans ce social run, on se serait peut-être rencontrés. En tout cas, moi, je te connaissais Pas moi, mais ça grâce allait au bien. podcast. Mais c'est vrai que ça amène des belles opportunités d'amitié Ouais. ou parfois d'amour. Mais c'est vrai que c'est une vraie chance. Je vais aller chercher maintenant ton expertise vraiment kiné, performance, l'approche du corps. J'ai vraiment envie d'aller chercher. Vu que tu as ce regard de sportif et en même temps de kiné et de vrai passionné, je me rends compte parce que dès qu'on partage un moment ensemble hors du podcast, comme tu disais, maintenant on a noué une amitié. Il y a souvent cette notion où, bon, c'est vrai, je suis souvent un petit peu blessé, des petits bobos à droite à gauche et mon entourage aussi. Et je le vois tout de suite, à peine on t'a dit bonjour que tu te projettes déjà sur comment les aider, comment les soigner, comment faire tout ça. Donc je me dis, on va essayer de tirer un max d'enseignements pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Et je me dis que tu as un regard quand même assez précieux et je voulais commencer par une question, c'est quels sont selon toi les points clés que les triathlètes amateurs, slash professionnels potentiellement aussi, négligent trop souvent qui vont avoir un impact derrière sur les blessures que tu vas rencontrer en cabinet? T'as pas une idée du premier point clé que j'arrête pas de répéter depuis le début du podcast, par exemple? La progressivité, mais... La progressivité, pour moi, c'est le point clé Ok. qui est beaucoup trop négligé. On a beaucoup trop banalisé, et certainement grâce aux réseaux sociaux, même si je trouve que c'est super d'avoir mis le sport en avant comme il l'est aujourd'hui, peut-être via les réseaux sociaux ou d'autres, mais voilà, faut pas banaliser ce que c'est, ne serait-ce qu'un semi-marathon, un marathon, un alpha Ironman. Un Ironman, c'est des distances qui sont énormes, qui demandent une vraie préparation en amont. Et donc le côté progressivité, pour moi, il est essentiel et parfois trop mis de côté. Hmm. Et du coup, tu vois souvent des blessures associées à ça, toi. Majoritairement, c'est lié à ça. Aujourd'hui, si tu devais faire un top 3 des blessures d'un triathlète, tu partirais sur quoi? Top 1, allez, tendinopathie. Ok. Tendinopathie d'Achille, souvent, donc le tendon d'Achille, en bas au niveau du mollet, quoi. Ok. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Si on peut donner un petit exercice, par exemple, pour le soigner, faire du renforcement excentrique du tendon d'Achille, pour être amené à discuter de ce que c'est que la forme de ce type de renforcement, mais c'est intéressant. Tu vas avoir les douleurs lombaires qui sont liées Ok. à la posture sur le vélo, ou un manque de gainage et de stabilité du tronc. Donc ça, faire une étude posturale, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être utile, même si je préfère privilégier la sensation sur le vélo que l'étude posturale. Ok. Et rajouter un peu de gainage dans ta routine de renforcement, ou faire 5-6 minutes de gainage avec des pauses, bien entendu, mais en post-footing, c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre 5-6 minutes et qui peut changer finalement énormément de choses sur le travail de votre posture sur un vélo. Ok. Et tu vas avoir beaucoup de blessures liées aux genoux. La course à pied, qui est le troisième sport du triathlon, Hmm. est un sport d'impact. C'est vrai que on peut avoir un manque de stabilité du genou, donc j'aurais tendance à axer un renforcement sur un bon vaste médial, donc c'est le muscle dans le quadriceps qui est le plus à l'intérieur de votre cuisse. Ok. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et tout ce qui est proprioception, c'est des petits exercices d'équilibre qui viennent travailler sur la balance entre la cheville, le genou, la hanche. Mais ça, on le lit, on le voit sur les pratiquants de triathlon. C'est pas quelque chose qui est difficile, ça va pas vous faire transpirer pendant une séance, mais c'est Hmm. quelque chose qui, à mes yeux, sont essentiels pour finalement garder cet aspect sport santé et pouvoir le pratiquer avec le sourire. Alors, en fait, c'est comme tu dis, c'est quelques minutes par-ci, par-là sur tout le volume global qu'on peut avoir qui peuvent changer justement ce quotidien. Et toi, tu as plus, on va dire, l'état d'esprit de te dire l'athlète ou le triathlète doit venir me voir avant d'être blessé, ou alors le kiné sert justement à soigner les blessures et avoir tout un process de soignement. C'est quoi ton approche en tant que kiné, toi? Bah, dans un monde idéal, j'aurais envie de te dire que ça serait hyper intéressant d'avoir la personne avant même l'inscription sur un Ironman ou un triathlon, de l'avoir au cabinet, de regarder un petit peu sa façon de courir, sa façon de vivre aussi, c'est important de regarder tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on arrive au cabinet en se disant ok,
j'ai mal au tendon Ouais. et j'ai mon Ironman dans 2 semaines. Donc en gros, il faut que tu fasses quelque chose. Donc c'est là où ça devient un peu sportif, quoi. Ouais. Et en général, c'est ça qui est vachement bien avec le corps humain. Tu as vraiment un aspect discussion, prise en charge et mettre en confiance le patient avec qui tu travailles. Et ça peut se faire, mais c'est vrai que dans l'idée, il faudrait de la prévention ou du moins laisser un peu de marge entre le jour de la compétition et les premières sensations de gêne ou de douleur que tu peux avoir. Tom, je voulais faire une aparté désormais sur vraiment avant d'aller sur l'objectif de ta saison. Donc on parlera un petit peu plus spécifiquement juste après de ce triathlon L que tu vas vivre à l'Alpe d'Huez. Ce que j'aime bien, c'est l'enregistrer avant et comme ça on ira chercher tes réactions après. Et puis tu communiques pas mal sur les réseaux sociaux. Donc les auditeurs pourront aller voir sur ton profil quelle a été ta conclusion de cette course. Donc on va aller chercher ces enjeux-là et puis ce full Ironman qui t'attend dans quelques semaines, voire mois. Mais avant, je voulais vraiment faire une aparté sur le partenaire qui nous accompagne dans cet épisode. Du coup, Ta Énergie. C'est un vrai sujet dans le monde professionnel, le partenariat, mais aussi dans le monde amateur, parce qu'on le sait, ce sport coûte malgré tout très cher. Et quand tu le dis, le process de performance, il y a le coach, il y a le sommeil, il y a le kiné, mais il y a aussi, pour moi, un élément qui est clé, qui est l'alimentation. Aujourd'hui, tu as pourquoi ils t'accompagnent et comment ce lien a été effectué avec eux. J'ai postulé avec Ta Énergie sur Instagram en candidature ouverte en décembre 2023. Ok. Donc c'était ouvert au public et c'est une marque que je consommais déjà parce que j'aimais beaucoup la com qu'ils faisaient, les produits je les trouvais bons, j'aimais bien le dynamisme et l'ADN qu'ils pouvaient projeter sur les réseaux sociaux. Ok. Donc c'est comme ça que le premier contact s'est fait. Par chance, j'ai été pris parmi les élus, quoi. On était une douzaine, quelque chose comme ça, sur beaucoup de demandes. Je crois que ce qu'ils ont apprécié, c'est le côté peut-être photo aussi que je fais de temps en temps. Ça, c'est vrai que c'était chouette. Il m'accompagne tous les jours, franchement. C'est une marque que j'adore, de par la qualité des produits, mais surtout, aujourd'hui, par l'équipe qu'il y a derrière Ta Énergie. Ok. C'est une équipe hyper jeune, hyper dynamique, hyper ouverte. Ils sont présents sur des courses franchement hyper connues, comme le Marathon de Paris. Il était aussi sur le semi-marathon de Paris cette année. La Baxi Race, pardon, à Annecy. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un lien, je pense, un peu sponsor famille, on va dire. Et c'est vrai que c'est très, très agréable. Je ne ressens pas du tout de pression de leur part. Ok. L'idée, c'est de pouvoir parler de la marque et la vendre un peu avec ce que je ressens et de tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez eux. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de storytelling et c'est ce que j'essaye d'aller chercher parce que là, on parle spécifiquement de ça, c'est eux qui nous accompagnent dans le cadre de cet épisode, mais c'est vrai on a eu des sujets, des podcasts avec des gens qui sont passés d'amateurs à pro, mais pro finalement dans ce sport je vais être un petit peu dur, mais veut tout et rien dire dans le sens où professionnels, des fois, ils ne vivent pas de leur pratique. Et là, on se rend compte que voilà, toi, il y a vraiment un lien qui est créé avec cette marque. Si tu devais donner un conseil aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent pour aller chercher du partenaire, c'est quoi? Tu penses qu'aujourd'hui, il y a vraiment une partie qui est 100% réseaux sociaux, une partie qui est 100% c'est un pari, ou alors il y a une notion d'humain? C'est quoi un petit peu la matrice que tu mets, toi, dans la construction d'un partenariat, mais c'est plus un lien humain qui va se créer comme tu nous partages avec Ta Énergie? Ce serait quoi un petit peu tes 3 conseils pour les auditeurs pour aller chercher potentiellement du partenaire dans cet univers? Il y a plusieurs facteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a un vrai impact, je pense, aux yeux d'une marque, sur comment ils peuvent s'y retrouver, que ce soit avec un athlète amateur ou professionnel. On le voit bien d'ailleurs, hein, tout ce qui est triathlète professionnel, ils sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. C'est très agréable à suivre d'ailleurs. Tu as aussi, je pense, le côté performance. Après, c'est pas le cas dans mon cas. Je suis un athlète amateur, j'ai des performances dans le milieu de tableau, je pense, quand tu regardes les performances qui se font aujourd'hui sur ce genre d'effort. Mais voilà. Et puis, tu as le côté authenticité. Je pense que les marques aujourd'hui, elles apprécient énormément le côté authentique et vrai d'un athlète amateur ou professionnel. Donc c'est quelque chose qui est important et ça rejoint vachement le côté humain. Et ça, j'aimerais te dire,
Ouais, en fait, c'est trop bien, tu es avec un partenaire pour le côté humain, mais je suis persuadé que je suis pas le seul qui ait un bon côté humain. Il y en a plein d'autres, donc pourquoi moi et pas un autre? Je pense qu'il y a une vraie part de chance dans tout ça. Donc ouais, merci à Ta d'avoir fait confiance et d'avoir tenté le coup il y a 2 ans, parce que aujourd'hui ça fait une belle histoire à raconter. Bah écoute, toi, je pense qu'ils vont t'accompagner dans quelques heures. Justement, on enregistre ce podcast quelques heures avant ce triathlon L, qui va arriver sur l'Alpe d'Huez. Comment tu te prépares à une épreuve avec autant de dénivelé en habitant en Belgique? Est-ce que toi, tu as des cols pas loin de chez toi? Est-ce que, il me semble, c'est 3000 et quelques, un petit peu plus, 3500 de dénivelé positif sur juste la partie vélo. Une course à pied en altitude, je sais pas si tu as été essoufflé de ton Airbnb jusqu'à la salle d'enregistrement, mais on le sent quand même, cet aspect altitude. Comment tu te prépares à une telle course et pourquoi venir la positionner dans ton calendrier justement de préparation pour l'Ironman de Qashqai? Alors, comment tu te prépares à une telle course alors que tu habites à Bruxelles en Belgique, qui est plutôt un plat pays? Il faudra aussi poser la question au coach, mais c'est compliqué. On va pas se mentir, on a fait beaucoup plus de terrain plat Eh ouais. que vallonné. Donc on verra un peu à quelle sauce je vais être mangé sur le parcours vélo surtout. Après, voilà, je me dis que j'ai un petit peu l'expérience au niveau amateur, bien entendu, du long. Donc ça c'est chouette. J'aime bien, quoi qu'il arrive, je terminerai les courses parce que peu importe l'état, j'arrive à aujourd'hui bien comprendre comment mon corps fonctionne. Donc si c'est trop dur, je sais comment, où et comment ralentir, ouais. Et puis on a fait beaucoup de volume en endurance et je pense que ça va vachement m'aider. Finalement, que ça grimpe ou que ça grimpe pas, je vais peut-être avoir un peu plus de mal quand ça grimpe évidemment, mais avec les fibres musculaires que j'aurais créées sur le processus d'endurance, j'aurai sans aucun doute la capacité d'aller au bout de cette épreuve. Même si oui, je pense qu'on va passer un joyeux moment. Ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer, mais je pense que les premiers virages de l'Alpe vont être mémorables. Ah, c'est sûr que c'est une course qui est mythique, qui est compliquée, mais qui a son charme. Donc franchement, on va essayer de suivre tout ça. Et comme tu nous dis, ça vient se mettre dans le cadre de ta préparation. Et une question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi se relancer sur cette distance Ironman avec tous les enjeux que ça représente, ce why qui peut-être a changé, je ne sais pas, mais quelle est ta volonté et pourquoi aujourd'hui tu vas remettre un dossard en 2025 sur ce full Ironman? Pour l'aventure, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est autour du triathlon. En plus, on y va avec des copains cette année, donc ça va être une expérience complètement différente. Il y aura évidemment les copains et nos copines sur le bord du parcours, donc ça c'est un vrai plus, mais j'avais déjà eu la chance de l'avoir il y a un an. Et cette fois-ci, j'aurai 2 copains avec moi au départ en natation. Certainement, j'espère les croiser sur la boucle à vélo, et puis à pied, je pense que sur 42 km, on aura le temps de se faire des coucous. Donc c'est vrai que ça va rajouter quelque chose de hyper chouette. Donc je pense que c'est pour revivre une expérience qui de toutes les manières sera différente. Et pourquoi pas dans l'idée d'améliorer un petit peu la performance de l'an passé, mais c'est pas la priorité. Et on verra ce que je suis capable de donner le jour J en fonction des facteurs. Si je dois finir sur une dernière question, Tom, c'est pourquoi finalement on se rend compte qu'il y a quand même cette notion de partage. Je pense que je pourrais presque, à la fin de cet épisode, répondre à cette question pour toi, mais j'ai envie d'aller chercher différents mots, différents éléments de réponse. Mais pourquoi réellement tu pratiques du sport? Et j'ai l'impression que si je refais un podcast avec toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu auras toujours cette notion de pratique qui fera partie de ta vie. Quel est ton drive un petit peu au quotidien sur cette pratique-là? Les émotions, je pense que je n'ai jamais trouvé une autre activité qui me procure autant d'émotions que le sport. Et du coup, les émotions partagées. Parce que finalement, le triathlon est un sport individuel, mais qui est pleinement collectif. On n'est jamais tout seul sur une course. En tout cas, moi, j'ai la chance de ne jamais avoir été tout seul. Et je pense que même si ça m'est arrivé d'avoir juste mes parents, on peut partager avec autrui, que ce soit sur le parcours ou les supporters qui sont autour de nous. Donc ouais, c'est les émotions et les émotions partagées. Je crois que ça me drive énormément. Et il y a l'aspect santé qui est bien rentré dans l'équation depuis quelques années au sein de mes études de kinésithérapie. Mais émotion, partage et santé sont les 3 mots qui m'accompagnent. Et si je dois rebondir,
en 2026, en 2027, tu penses que ça sera quoi les projets, les objectifs? Parce que je l'ai bien compris dès le début du podcast, tu es un compétiteur. C'est ce qui t'a un petit peu lancé dans ces sports d'endurance. Là, on voit que tu viens remettre un dossard. Il y a une nouvelle notion qui vient, on va dire, s'ajouter à cette pratique-là. 2026, 2027, tu penses que tu iras chercher quoi comme objectif et sous quel angle, j'ai envie de te dire? Tu me poses une bonne question là. C'est le moment. Je suis un compétiteur, donc c'est vrai qu'on a toujours, je pense, compétiteur ou pas d'ailleurs, des petits rêves ou des grands rêves. Et je crois que depuis que j'ai touché le triathlon, et ça va presque paraître banal d'entendre la réponse que je vais donner, mais j'ai vu ces vidéos à Hawaï où le triathlon est un petit peu né là-bas, en tout cas la distance Ironman. Et c'est vrai que pourquoi pas un jour essayer d'aller rouler, nager, courir sur ce sol américain, ça serait quand même quelque chose d'unique et une expérience absolument dingue. Donc c'est pas la priorité, mais c'est quelque chose où j'ai vraiment envie de rêver. Et je crois que si t'en rêves pas, alors c'est pas la première. Sans rêve, c'est compliqué d'essayer d'aller toucher au but. Donc ce sera ça l'objectif. Bah écoute, on fera peut-être un podcast directement sur l'île d'Hawaï. Ça peut être un beau projet. Et comme tu le dis, je pense que le rêve et la compétition vient driver tout le reste. En tout cas, un grand merci Tom pour ce partage. Ta gentillesse et aussi, j'ai envie de dire, toutes les émotions que tu partages rien que dans ta voix. On voit que c'est ce qui guide ton sport, mais c'est ce qui te guide aussi. Et moi, je suis très pressé de te voir dans quelques heures sur ce fameux triathlon L de l'Alpe d'Huez. Et je te dis à très vite. Merci Valentin pour l'accueil et au plaisir. Merci. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!